ce patient, dont vous vous rappelez les caractéristiques, un patient métastatique d'emblée, des hauts volumes, donc typiquement un patient qui ressemble à ce qui était décrit dans les communications de l'étude Charted. Ce patient a été traité par antagoniste de la GnRH et par docétaxel avec 6 cures de docétaxel. Traitement qui a été très efficace au départ, puisque tant sur le plan clinique, on a vu une disparition des douleurs, mais aussi sur le plan biologique, avec un PSA qui est retombé à 0,65, avec un seuil de castration. On a une diminution de l'insuffisance rénale qui nous a permis de retirer les sondes double J. Et puis, ce patient allait bien jusqu'à 8 mois, où on a noté une récidive biologique, la réapparition de douleurs osseuses, et le bilan qui, effectivement, confirmait une progression osseuse, l'absence de lésions viscérales. Et ce patient avait donc toutes les caractéristiques de la résistance à la castration, c'est-à-dire un taux de testostérone inférieur au seuil de castration, et puis une progression biochimique sur plusieurs prélèvements associée à une progression radiologique. Donc, dans cette situation de résistance à la castration, on a vu dans les 5 dernières années, globalement, l'apparition de beaucoup de molécules qui sont différentes, tant sur leur mode d'action que sur leur profil de toxicité. Et c'est compliqué, je trouve, en 2015, de choisir. Donc, je pose la question à Pierre Mongia. Quels sont les éléments pour toi qui permettent de prendre une molécule ou l'autre pour ce type de patient? Là encore, pour introduire la réponse, je voudrais rappeler que dans ce groupe de patients résistants à la castration et diagnostiqués résistants à la castration sans identification de métastase, nous sommes sans indication de mise sur le marché. Donc aucune molécule n'a d'indication d'utilisation. On a en quelque sorte un groupe de patients orphelins. Ceci dit, ce qui est important dans les bonnes indications, préalablement à la prise de décision, il est important de ne pas oublier de poursuivre l'hormonothérapie de première ligne, c'est-à-dire l'inhibition de l'axe hypothalamo-hypophysaire, quelle qu'en soit la modalité. Il est important de poursuivre la prévention des complications osseuses et d'initier une prévention des complications liées aux métastases osseuses. Ce patient est un patient grave. Autant on a en quelque sorte, puisque c'est finalement une façon de parler que nous partageons tous, joué la montre jusqu'à présent chez ces patients, en parlant éventuellement même de traitement hormonal intermittent, autant à la résistance à la castration d'un patient qui a des métastases, on est face à une situation sérieuse qu'il faut traiter rapidement. Donc ces patients progressent en 4 mois. Donc cette fois, pas de tergiversation. Donc la décision doit être prise vite. Comment la prendre ? On peut la prendre, à mon avis, essentiellement en connaissant correctement les études d'enregistrement des molécules disponibles aujourd'hui, qui sont rappelées dans ce tableau. Il y a un écueil, une difficulté qui ne doit pas finalement être plus qu'une simple difficulté, c'est la grande variabilité dans ces différents essais. Il y a des variabilités dans les critères d'inclusion, des variabilités dans les objectifs, des variabilités dans les critères de réponse de ces études. Et je voudrais vous en donner un exemple. Quand on compare la survie des patients dans l'étude Tropique concernant le cabazitaxel et quand on compare la survie des patients traités par abiraterone post-docétaxel, on voit une très grande différence de survie. Et pourtant, si l'on s'intéresse au groupe contrôle de ces mêmes essais, on a la même différence. Ce qui montre bien que ces différences de survie ne sont pas dues à des différences d'efficacité des molécules, mais sont dues à des différences dans la nature même des essais, dans les définitions et les profils des patients. Donc, faire très attention. J'insiste sur la nécessité de connaître correctement la littérature et les essais d'enregistrement, mais de se garder, de comparer les essais les uns avec les autres. C'est important de connaître les critères d'inclusion des patients dans chacun des essais parce que c'est finalement une bonne façon de savoir pour le patient chez qui on se pose la question ce que l'on peut attendre en fonction des différents essais, selon que le patient a un profil correspondant à l'un ou à l'autre. Et là encore, le message est très clair, suivre les AMM et suivre les recommandations. Donc parmi ces recommandations,
Celle de l'Association européenne d'urologie est assez tentante parce qu'elle est pleine de bon sens et finalement assez simple malgré cette arborescence qui peut paraître compliquée. Quelques messages pour finalement interpréter ces recommandations chez un patient dont finalement l'état fonctionnel est altéré. Un patient qui passe plus de la moitié de son temps au lit, si on doit se poser l'indication d'une molécule ou d'une autre, il faut très tôt et suffisamment tôt en tout cas se poser la question de la pertinence pour ce patient-là de soins palliatifs. Donc ne pas être obnubilé par ce choix d'une molécule contre une autre. Chez les patients en revanche dont l'état fonctionnel est correct, à ce moment-là, la grande question, ça va être surtout de choisir entre une chimiothérapie de première ligne de résistance à la castration ou une hormonothérapie de deuxième ligne. Ce choix ne peut se faire selon les profils d'efficacité, comme je vous l'ai dit préalablement, mais en revanche, nécessite d'identifier le profil du patient en question et surtout de s'enquérir des souhaits du patient. Et ça, c'est très bien traduit par les recommandations nord-américaines qui montrent bien que les objectifs, lorsque l'on va traiter un patient résistant à la castration, sont d'assurer la meilleure qualité de vie possible pour ce patient, d'assurer des bénéfices qui sont cliniquement significatifs chez lui, et enfin, de s'enquérir de ses attentes, de ses valeurs, de ses souhaits, avant de choisir. C'est clair, merci Pierre. Christophe, est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu utilises en pratique courante pour ce choix qui est toujours compliqué et toujours une discussion de RCP ? Alors, c'est effectivement quelque chose de complexe et on n'a aucun facteur prédictif validé en routine clinique. Je crois qu'il est encore important de souligner ce qu'a dit Pierre, que ces patients vont ne pas nécessairement aller bien et qu'il est important de traiter ces patients avant d'avoir un patient qui a un état général qui s'altère, qui va aller mal et qui ne pourra plus recevoir de traitement. Je crois que c'est des patients qui doivent être régulièrement surveillés et il ne faut pas hésiter à passer à une seconde ligne, voire une troisième ligne. C'est comme ça qu'on pourra augmenter à la fois la qualité de vie et la durée de vie. Maintenant, sur le choix entre les différentes thérapeutiques possibles. Encore une fois, nous avons un patient qui a été traité par chimiothérapie alors qu'il était hormononaïf. Ce n'est pas encore un cas très fréquent. On n'a pas encore énormément de données dans la littérature. On a plusieurs possibilités chez lui. On peut rechallenger, comme on dit, le docétaxel, puisqu'il y a quelques mois, et il avait bien répondu. On peut proposer une seconde ligne de chimiothérapie par le cabazitaxel, ou bien on peut proposer une seconde ligne d'hormonothérapie, soit avec de la biratérone, soit avec de l'enzalutamide. Et ces choix entre ces quatre approches, il n'y a pas de données claires cliniques dans la littérature qui permettent de tendre vers telle ou telle solution. On sait par contre que la longue durée de réponse à l'hormonothérapie est un facteur en faveur d'une hormonothérapie de seconde ligne, que effectivement s'il a des taux résiduels des androgènes circulant également, le score de Gleason et la présence de métastases viscérales, le score de Gleason élevé et la présence de métastases viscérales seraient plutôt en faveur d'une chimiothérapie, mais rien n'est formel. En faveur de la durée d'hormonosensibilité, vous avez cette étude de Johan Loriot, rétrospective, avec certes certains biais, mais qui montre bien que les patients qui avaient une durée d'hormonosensibilité longue de plus de 12 mois répondent mieux aux hormonothérapies de nouvelle génération, abiraterone ou enzalutamide, que les patients qui avaient une courte phase d'hormonosensibilité. Ça, c'est peut-être un indice pour s'orienter vers telle ou telle option thérapeutique, mais ça reste des indices de valeur, de niveau de preuve faible. Alors, comment est-ce qu'on fait en pratique, Philippe Beusbock ? Parce qu'il y a la vraie vie, et puis il y a la vie des protocoles. On a, avec les protocoles, des bilans qui sont demandés très régulièrement, des scintigraphies qui sont demandées notamment tous les 3 mois. Et puis, il y a la vie du patient qu'on va prendre en charge pour ce cancer de prostate résistant à la castration, pour lequel on aimerait bien que tu nous donnes une espèce de, sinon une recette, mais au moins un code de bonne conduite pour le bilan, tant au moment du diagnostic qu'au moment du traitement, pour évaluer l'efficacité de ces différentes lignes thérapeutiques. Alors, il faut comprendre d'emblée qu'il a été difficile, finalement, d'avoir des critères très stricts d'évaluation, parce que quand on évalue des molécules qui sont aussi différentes que des nouvelles hormonothérapies, des chimiothérapies, des radiothérapies métaboliques, des immunothérapies, et qu'on essaie d'avoir des critères communs
à ces molécules, mais on ne va pas en trouver. Et donc, le PCWG2, qui est le Post-Strat Working Group, qui a défini ces critères, a une philosophie relativement simple. Il a demandé en fait qu'il soit essentiel d'éviter 2 écueils. Le premier, c'est d'arrêter trop précocement des traitements qui pourraient être efficaces, et notamment pour les hormonothérapies ou les immunothérapies ou la radiothérapie métabolique. C'est vrai que s'il serait dommage d'arrêter un traitement qui puisse bénéficier le patient au niveau symptomatique, même si les critères durs d'évaluation habituelle ne sont pas respectés. Et à contrario, il est inutile de poursuivre un traitement qui est inefficace et potentiellement toxique, comme ça peut être le cas d'une chimiothérapie. Et donc, il faut avoir des critères finalement relativement simples, relativement souples, et ça repose sur l'évaluation clinique, l'évaluation biologique par le PSA et l'imagerie comme critères habituels. Quand on regarde le critère biologique, c'est-à-dire le PSA, on sait que le PSA, dans cette situation-là, il n'est pas aussi simple qu'en situation où on utilise l'hormonothérapie de première ligne et qu'on peut avoir des perturbations de son taux, et notamment ce qu'on appelle des flare-up initiaux, c'est-à-dire des montées initiales. Et il va falloir attendre environ la 12e semaine avant de pouvoir juger une évolutivité, je dirais, biologique sur le critère du PSA. Parce que avec les chimiothérapies, ça a bien été rapporté, mais également avec l'acétate d'abiraterone. Et en ce qui concerne les immunothérapies et le radium-223, on ne tient pas ou peu compte du PSA. En ce qui concerne donc ces données-là, il faut savoir pas forcément respecter les critères stricts des essais thérapeutiques, qui consistent à parler d'échec biologique après une augmentation de 25% après le nadir. Je crois qu'en clinique quotidienne, ça n'a strictement aucun intérêt. La deuxième chose, le deuxième élément qui est important, c'est celui de l'évaluation radiographique et notamment de l'évolution scintigraphique. Et la progression scintigraphique aussi, c'est quelque chose qui est compliqué, parce que notamment on a pu décrire avec l'acétate d'abiraterone jusqu'à 50% de flare-up, c'est-à-dire d'augmentation initiale des foyers d'hyperfixation et qui ne correspondaient pas à des progressions. Et ce qui a fait là aussi définir un certain nombre de critères qui sont assez bien visualisés dans cette diapositive. Vous voyez dans la première ligne, vous avez un patient qui a 2 foyers d'hyperfixation, qui a lors de la première évaluation et de la deuxième, va toujours avoir deux foyers d'hyperfixation, et l'apparition, après ces 2 évaluations négatives, de nouvelles fixations va permettre de confirmer la progression. Mais si vous regardez la 3e ligne, où vous passez de 2 à 4, puis à 4, eh bien là, vous ne parlez pas de progression, mais vous parlez tout simplement de stabilisation. Donc, c'est compliqué aujourd'hui d'interpréter les scintigraphies osseuses, notamment dans les essais thérapeutiques et dans la vraie vie. Sur cette diapositive, vous pouvez voir qu'il y a des petits foyers d'hyperfixation un peu grisâtres, et savoir compter ces foyers est compliqué. Donc, restons simples. Tant qu'il n'y a pas de progression clinique, tant qu'il n'y a pas franchement de progression biologique et très franchement de progression radiographique ou scintigraphique, il faut laisser aux patients le bénéfice du traitement. Et c'est un petit peu dans ces termes qu'il faut savoir, je dirais, agir dans la pratique courante. En ce qui concerne les métastases viscérales ou ganglionnaires, là aussi, de façon très stricte, on n'évalue pas en récit, c'est-à-dire en mesure, comme dans les essais thérapeutiques, les progressions au niveau des ganglions quand on a des adénopathies qui mesurent en dessous de 2 cm. Il faut savoir attendre et notamment pas porter de diagnostic de progression, sauf en cas de progression très évidente, clinique, radiographique ou biologique, avant la 12e semaine. Quels sont les bilans à réaliser avant l'instauration d'un nouveau traitement ? Eh bien, on fait un bilan clinique simple, le stade clinique, l'histologie, les traitements réalisés, le performance status, l'état des douleurs, de la fatigue, de la perte de poids, etc. Sur l'imagerie, elle doit reposer sur le scanner TAP et sur la scintigraphie osseuse. On ne fait d'IRM
que s'il en a un doute sur des métastases osseuses avec risque médullaire. Quant aux PET, que ce soit des PET à la choline ou des PET au FNA, ils n'ont actuellement absolument pas de place dans le bilan des cancers de prostate résistants à la castration métastatique. Le bilan biologique, donc vous avez vu qu'il faut faire systématiquement une testostéronomie lors du début du traitement, et puis vos dosages de PSA, et ils seront accompagnés systématiquement de dosages d'une numération formule sanguine, d'une appréciation de la fonction rénale, mais également du bilan hépatique, parce que vous savez qu'un certain nombre de nouveaux médicaments peuvent entraîner des perturbations du bilan hépatique, et sur l'ionogramme aussi, des surveillances de la kaliémie. Alors quand on compare un petit peu ce que l'on fait dans la vraie vie par rapport aux essais thérapeutiques, il est certain qu'on n'a pas du tout la même fréquence d'examen, puisque vous voyez que dans les essais thérapeutiques, on va faire des bilans toutes les 3 à 4 semaines au niveau biologique, et que souvent dans la vraie vie, on va, en dehors de la période initiale de surveillance des nouvelles hormonothérapies, on va avoir des éléments de surveillance qui vont être souvent tous les 3 mois. De la même façon pour la scintigraphie osseuse, qui dans les essais thérapeutiques est faite toutes les 6 semaines, voire tous les 3 mois, on se contente généralement d'une scintigraphie osseuse à 6 mois. Pour le scanner TAP, par contre, en ce qui concerne les cibles évaluables, on aime bien avoir, même dans la vraie vie, des contrôles tous les 3 mois. Quant aux symptômes, et ça paraît être l'élément essentiel, la clinique prime dans ce type de situation, c'est vraiment des examens cliniques et un bilan clinique correct à chaque consultation. C'est très clair. On va continuer à illustrer l'actualité du traitement du cancer de prostate résistant à la castration avec ce patient qu'on suit. Donc, je vous rappelle qu'il avait été traité de façon relativement moderne avec une suppression androgénique associée à de la chimiothérapie. Et puis, au moment de l'apparition de la résistance à la castration, il a été traité par acétate d'abiraterone avec une assez bonne réponse initiale, un PSA qui était stable, mais progressivement sont réapparues des douleurs osseuses et une progression osseuse qui était étayée en scintigraphie. Alors, se pose la question du traitement de deuxième ligne chez le patient résistant à la castration. On parle de résistance croisée chez les patients qui sont traités par les nouvelles hormonothérapies. Pierre, qu'est-ce qu'il faut penser de cette notion de résistance croisée ? Alors c'est une notion qui, je dirais, traîne partout, traîne pour une bonne raison, c'est qu'on se pose des questions de riches, on a beaucoup de molécules, on a déjà vu la première question qui est celle de l'utilisation en première ligne, et puis dans l'utilisation en deuxième ligne, on a envie d'avoir une utilisation qui soit une utilisation rationnelle. Donc cette utilisation rationnelle, évidemment, pourrait s'appuyer éventuellement sur l'existence de résistance croisée. Ce que l'on observe, de façon constante, quels que soient les essais, quelles que soient les combinaisons de molécules en tout cas, c'est que plus une molécule est utilisée tardivement à une ligne ultérieure, moins son efficacité est importante. Donc cette perte d'efficacité traduit certainement beaucoup plus l'évolution de la maladie elle-même que l'existence d'une résistance croisée. Certes, elles peuvent être là, ces résistances croisées, mais en tout cas, c'est surtout la maladie qui avance. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les mécanismes qui pourraient sous-entendre ces résistances croisées ont quasiment tous été mis en évidence sur des modèles in vitro, des modèles animaux. Il y a certes le fameux variant 7 du récepteur des androgènes qui prédit probablement la résistance aux hormonothérapies de deuxième génération, mais pour l'instant, c'est un élément qui est sans aucune application clinique en 2015. Et je doute qu'il y ait une application prochaine, large. Le troisième élément, c'est qu'il ne faut certainement pas oublier l'objectif principal qui, outre les résistances croisées éventuelles, est de donner, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, un maximum de lignes au patient. Il faut user toutes les molécules chez le patient pour lui faire bénéficier de chacune de ces molécules en termes de qualité de vie et éventuellement en termes de survie. Et ça donne peut-être la seule piste
aujourd'hui que l'on pourrait avoir, qui est une piste qui n'est pas une recommandation, mais ce que l'on observe, c'est que l'utilisation d'un taxane entre deux hormonothérapies de nouvelle génération semble restaurer la réponse à cette hormonothérapie. Donc au total, message simple, pas de facteur prédictif de réponse à une molécule en pratique clinique en 2015. En revanche, des facteurs pronostics de la maladie qui sont bien connus et qui doivent être connus pour justement prendre toute la mesure de l'urgence de la situation. C'est vrai qu'on a autant de questions que de réponses, et même plus de questions. Pour le futur, Christophe, est-ce qu'on a des pistes pour essayer de trouver des facteurs prédictifs de réponse d'un traitement à l'échelon individuel? Alors, je reviens sur ce fameux ARV7 dont parlait Pierre, pour juste expliciter. Vous avez ici en haut le gène du récepteur aux androgènes, et ce gène va être transcrit en protéines. Et vous savez qu'au cours de cette transcription, il peut y avoir des modifications de cette transcription, et en particulier l'apparition du fameux ARV7. Ce transcrit du récepteur a perdu la partie terminale de sa protéine, et c'est justement cette partie terminale qui fixe le ligand et qui fixe les androgènes, ou bien qui fixe les anti-androgènes tels que l'enzalutamide. Et donc la perte de cette partie terminale du récepteur rend la molécule résistante aux hormonothérapies de génération, soit à la biratérone qui bloque la synthèse d'androgènes in situ, soit à l'enzalutamide. Et donc ça, c'est un facteur biologique de résistance aux hormonothérapies adaptatif, si elle apparaît souvent au cours de l'évolution de la maladie. Par contre, l'apparition de ce variant traduit souvent un plus mauvais pronostic, mais ne traduit pas nécessairement une résistance au taxane, et il est tout à fait possible de proposer des taxanes dans ce cas. Alors maintenant, comment arrive-t-on à déterminer s'il existe ou pas un variant de V7? Et c'est là que le bas blesse, puisque techniquement, c'est relativement compliqué. Et on se sert en pratique des cellules tumorales circulantes. Les cellules tumorales circulantes, elles ont trois intérêts. Premièrement, un intérêt pronostique, puisqu'on sait que quand il y a moins de 5 cellules tumorales circulantes, la maladie est plutôt de bon pronostic. Elles servent aussi à évaluer la réponse, puisque si ce nombre de cellules tumorales circulantes diminue sous chimiothérapie ou sous traitement, c'est de meilleurs pronostics. Et enfin, quand on arrive à isoler dans le sang ces cellules tumorales circulantes, on peut arriver à caractériser la tumeur, à découvrir des anomalies moléculaires sur cette tumeur, et en particulier la RV7 s'il existe. Cependant, ça reste une technique relativement compliquée et qui n'est pas accessible actuellement en routine. Ça reste une technique, comme l'a dit Pierre, une technique expérimentale. Philippe, un commentaire sur ces cellules circulantes? Le commentaire, c'est que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a essayé à plusieurs, notamment avec l'équipe de Villejuif, de Christophe Massard, de caractériser ces cellules tumorales circulantes, et on s'est aperçu que c'était compliqué. Et donc avant que ça rentre dans la pratique courante, même si ça a fait l'objet d'une belle étude, dans le cadre d'un financement pair, un cas, aujourd'hui on est loin de pouvoir se servir de ces cellules tumorales circulantes et de leur caractérisation pour avoir des critères prédictifs de réponse. Attendons. Merci. Nous arrivons au bout de ce tour d'horizon de la prise en charge du cancer de la prostate pour l'année 2015. Il me reste à vous remercier pour la clarté, la précision de vos interventions et de vos commentaires. Et il est temps de passer la parole à Arnaud Méjean, qui va conclure cette émission en vous délivrant ce que l'on appelle dans le CCFI Online les take-home messages. À très bientôt. Merci.